Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce nouveau podcast Tout est sous contrôle. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, on continue notre tour un petit peu de sujets un petit peu informatique, culture autour de l'IT, avec une petite touche open source, avec Clément Oudot qui est avec nous de Vortex. Et nous allons parler du sujet de la gestion d'identité, un sujet qu'on pense tous connaître. C'est à challenger parce qu'on ne connaît peut-être pas forcément tous les détails sur la gestion d'identité. Et avec Clément, vous allez voir, ça va bien se passer, tout est sous contrôle. Clément, bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'être venu nous voir. Avec plaisir. J'espère que tu vas bien. Très bien, ouais. Donc, la gestion d'identité, on peut dire que tu es un spécialiste. Ça va pas te choquer? Non, ça me choque pas, effectivement. C'est bon. Qu'est-ce que c'est déjà? Une question peut-être un petit peu basique pour commencer, mais quelle est la définition? La définition, gérer l'identité, en fait, c'est dans notre secteur de l'informatique, c'est globalement son compte qui nous permet d'accéder à nos applications et à notre système d'information. Et donc, la gestion des identités, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui travaillent dans notre organisation, en fait, aient une identité numérique au sein de cette organisation-là et qui puissent s'en servir pour travailler, accéder à leurs outils. Et donc, c'est tous les processus qu'on va pouvoir mettre en place pour gérer l'arrivée d'un collaborateur, son évolution dans l'organisation, et puis gérer son départ, parce qu'il y a des fois des gens qui partent. Et évidemment, il faut aussi gérer le fait qu'ils ne doivent plus accéder à un certain nombre de choses quand ils sont partis. Très bien. Et donc, effectivement, je pense qu'un élément qui est assez clé là-dedans, c'est de centraliser l'identité pour effectivement ne pas avoir une identité dans chaque outil. J'imagine. Exactement. Alors, on a dès le début un peu de l'informatique eu des référentiels un petit peu centralisés. Ça fait très longtemps que dans le monde Unix ou dans les autres mondes, on a des annuaires d'utilisateurs depuis très, très vieux, même NIS en fait, qui étaient ou même les premiers fichiers, pour ceux qui ont connu les premiers Unix, le fichier etc password en fait, est une centralisation des utilisateurs d'un point de vue de système d'exploitation. Tout à fait. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est d'avoir un endroit où on est déclaré en tant que compte valable, valide, et ensuite, c'est comment est-ce qu'on prouve qu'on est cette personne. Et donc ça va être les notions d'identification, d'authentification. Et puis, une fois qu'on est authentifié, les notions d'autorisation qui vont nous permettre d'accéder ou pas à des applications ou à des fonctionnalités au sein de ces applications. Et donc, c'est là où je reparle un petit peu du sujet dont on parlait juste avant qu'on commence l'enregistrement. Ouais. Moi, dans mon esprit, quand on parle de gestion d'identité, que je travaille en anglais, je vais parler d'IAM. Oui. Donc, tu me disais... Alors, IAM, voilà, c'est écart, Identity and Access Management. Et effectivement, la vraie traduction française, c'est gestion des identités et des accès. Nous, on fait la différence entre l'identité et l'accès sur justement un petit peu ce que je disais au départ, c'est-à-dire que la gestion de l'identité, c'est un petit peu tous les processus qui font que on va pouvoir attribuer une identité numérique à une personne qui travaille dans notre organisation. C'est quels vont être les flux, comment est-ce que la personne va pouvoir mettre à jour son identité, changer son mot de passe, comment les responsables ou RH ou du système d'information vont pouvoir agir sur cette identité-là. C'est vraiment la gestion de l'objet identité. Et après, la gestion des accès, c'est comment est-ce que je vais, une fois que la personne est identifiée, pouvoir lui donner des accès à des fichiers, à des applications, à des fonctions. Et donc ça, c'est un autre monde. Et donc, on a bien des produits et des logiciels qui vont être différents en fonction de si on veut faire de la gestion des identités ou de la gestion des accès. Tout à fait. Et moi en tant que programmeur, ça me parle, parce qu'en fait, quand on essaie de se connecter à un logiciel, côté logiciel, en fait, on va distinguer deux choses. Il y a l'authentification et l'autorisation, et ça, effectivement, ça correspond à ces deux aspects, identité et accès, effectivement. Ouais. Ça me parle assez bien. Si on donne quelques mots un petit peu connus sur la gestion d'identité, qu'est-ce que des choses que les gens vont connaître? Bon, on parle la base souvent dans un système d'IAM, de gestion d'identité, c'est l'annuaire LDAP. Donc je pense que la notion de LDAP, ça parle à beaucoup de monde. Active Directory est un des annuaires LDAP les plus déployés. Alors, il fait d'autres choses, mais c'est avant tout un annuaire LDAP de gestion des utilisateurs et
et des groupes. Et nous, dans le monde de l'open source, on travaille sur d'autres logiciels comme OpenLDAP ou 389DS, qui est le logiciel de Fedora et Red Hat. Donc ça, c'est la base, en fait, l'annuaire LDAP. Ça, je pense que c'est un terme qui est connu. Et puis, on parle beaucoup de SSO, donc Single Sign-On. Aujourd'hui, beaucoup de Web SSO, puisqu'on fait beaucoup de SSO sur des applications web qui tournent dans notre navigateur ou sur des applis mobiles qui font du HTTP. Donc, le Web SSO, je pense que c'est quelque chose qui est connu. Et là, les noms qui sont un petit peu connus maintenant sont SAML et OpenID Connect, qui sont justement des protocoles particuliers de SSO. Donc voilà, tout ça, ça fait partie, tous ces mots-là, en fait, font partie du domaine de l'IAM. Très bien. Bon, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Effectivement, quand on n'a pas tendance à connaître, on se dit SSO, SAML, est-ce que c'est la même chose, etc. Donc là, SSO, c'est un terme global. Global, oui, tout effectivement, à fait. Et après, ça se décline. Il y a plusieurs façons, plusieurs protocoles. Protocoles, oui, tout à fait. Pour implémenter du SSO. Écoute, ça, c'est très clair. D'autres choses, d'autres mots comme ça qui viennent quand on parle de gestion d'identité, qui viennent à l'esprit? Là, on va certainement en parler juste après, mais tout ce qui est second facteur ou multifacteur, en fait, aujourd'hui, c'est lié au domaine de l'IAM. Quand on parle de cybersécurité, en fait, l'IAM est un des composants de la cybersécurité. C'est la clé, en fait, la sécurisation de l'identité. C'est très important. Il y a d'autres mécanismes quand on fait de la cybersécurité, des pare-feux, il y a plein de choses à mettre en place. Mais l'IAM est très importante. Et si vous vous intéressez un peu à ce domaine de la cybersécurité, aux normes que peuvent être NIS2 ou d'autres choses comme ça, vous verrez que le fait de pouvoir contrôler les identités est un point très important dans ces directives. Puisque si vous ne savez pas qui est là, vous ne pouvez pas faire de contrôle. Voilà. Et donc, là, on revient sur le sujet du SSO. C'est important d'avoir du SSO dans le contexte cyber, parce qu'en fait, on centralise ce sujet-là. Ça permet à la fois de tout vérifier à un endroit, de tout sécuriser à un unique endroit. Exactement. Et lorsqu'il y a des changements à faire, de savoir qu'on les fait tous les changements, alors qu'avant, quand il n'y avait pas de SSO, on ne savait pas à quel endroit il fallait mettre à jour, retirer des accès, par exemple, ou ajouter des accès. C'était pas... C'est pas du shadow IT, mais on pouvait oublier des choses. En tout cas. Alors voilà, non, mais c'est vrai qu'avant le SSO, l'informatique, c'était que chaque application avait son propre référentiel d'utilisateur. Et chaque application et chaque développeur d'application implémentait lui-même la façon de vérifier un identifiant et un mot de passe par rapport à sa base de données. Il implémentait lui-même le fait de donner des accès. Donc il y avait plein de choses qui étaient faites par chaque application. Certaines le faisaient bien, certaines évidemment moins bien. Et on s'est aperçu que c'était pas bon et que le métier en fait qui est de gérer de l'authentification, de gérer du contrôle d'accès, c'était quand même un métier particulier et que c'était mieux de le déléguer en fait à des outils dont c'était la spécialité et à des gens dont c'était la spécialité. C'est à partir de là on a commencé à voir effectivement ces portails d'authentification et même avant ces portails-là, pour ceux qui ont un peu de bouteille, dès les débuts des années 2000, on a vu que les serveurs Apache, par exemple, alors j'en parle parce que dans la supervision, c'était les premières applications qui reposaient sur la sécurité d'authentification qui n'était pas intégrée chez eux, mais sur le conteneur en fait web. Et donc, quand c'était le conteneur web qui faisait l'authentification, on avait déjà en fait mis en place une délégation d'authentification. C'est-à-dire que l'application, elle faisait confiance à ce que le serveur web envoyait comme information en disant c'est telle personne qui est connectée, sans avoir elle-même fait cette authentification. Donc une fois qu'on était là, on pouvait trouver des mécanismes pour demander en fait l'identité de l'utilisateur à quelque chose d'autre. Donc les couches supérieures, donc que ce soit le serveur web ou un portail d'authentification. Très clair. Tu as évoqué tout à l'heure second facteur ou authentification à facteur multiple en français, c'est ça. 2FA, MFA, lorsqu'on fait un petit acronyme. Parlons-en un petit peu, parce que ça, c'est un élément qui est assez important maintenant, je pense, dans notre quotidien, ou qui devrait être plus important même. Oui, on l'a vu apparaître il y a quelques années déjà dans les services grand public, où on a commencé à vous dire, en fait, vous allez vous authentifier, mais je vais quand même vous envoyer un mail après votre authentification pour vérifier avec un code, pour vérifier que c'est vous. Il y a des mécanismes comme ça qui sont arrivés. Donc, juste la partie second facteur d'authentification ou multifacteur, c'est de dire la vérification de votre identifiant et votre mot de passe n'est pas suffisant d'un point de vue de la sécurité, parce que si jamais quelqu'un a volé votre mot de passe, c'est compromis. C'est compromis, mais je vais essayer de rajouter un niveau supplémentaire pour avoir une meilleure assurance que la personne qui se connecte, c'est bien vous.
Voilà. Et donc, les premières ont été très, très simples par ce fameux envoi de code par un SMS ou un mail. On a très vite vu apparaître la notion d'OTP, donc One Time Password, qui sont des passwords qui sont générés de manière unique. Alors maintenant, on parle beaucoup de TOTP, puisqu'il y a un algorithme TOTP, donc c'est tout ce qui est Google Authenticator ou Windows Authenticator. C'est des codes à 6 chiffres qui changent toutes les 30 secondes. Voilà. Et donc ça, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a un secret, une clé partagée entre votre portail d'authentification et puis souvent votre téléphone, que vous avez échangé un peu sans vous rendre compte quand vous avez scanné un QR code. Et là, en fait, vous partagez une information avec le serveur, et logiquement, il n'y a que vous qui l'avez, puisque vous l'avez scanné avec votre téléphone. Et donc, le serveur génère un code, et vous générez un code qui doit être le même, puisque vous avez le même secret partagé. Et donc, si un attaquant vole votre mot de passe, mais n'a pas, en fait, votre téléphone pour générer un code, il ne pourra pas rentrer. C'est pas suffisant pour accéder après au compte. C'est ça. Exactement. D'accord. À noter d'ailleurs, par rapport à ça, souvent ce qu'on oublie de faire, je pense, c'est on met du MFA par exemple. Par contre, on laisse la connexion active de manière indéfinie jusqu'à la fin du monde. Ça, par contre, ça peut être problématique parce que si on se fait voler l'ordinateur, par exemple, on reste connecté sur un service. Donc, il faut... Bon, effectivement, le MFA, il vient sécuriser le mécanisme d'authentification. Donc, si celui-ci a lieu tous les jours, parce que la session en fait, qui a été ouverte, elle n'a de durée de validité que de quelques heures ou d'une journée maximum, on va devoir refaire ce challenge d'authentification tous les jours, ce qui est un peu la bonne pratique. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus demander ça toutes les 30 minutes parce que c'est possible de travailler. Au quotidien, c'est insupportable. Bon, mais donc il faut trouver le bon curseur. Mais ça, c'est la sécurité, c'est toujours un compromis entre... Et la vraie protection, elle est quand même d'éviter qu'un attaquant qui est extérieur puisse en fait se faire passer pour vous. Donc, le fait que votre session dure longtemps, il y a un risque évidemment, mais le risque il n'est avéré que s'il y a un accès physique possible à votre machine. Donc, on mitige quand même ce risque-là, même si votre session elle a duré un peu longtemps. Alors, c'est pas bien, mais c'est moins grave que son mot de passe soit dans la nature finalement. D'accord. Un autre sujet en termes de gestion d'identité qui est assez récent, en tout cas qui n'est, me semble-t-il, pas maîtrisé par beaucoup de personnes, c'est ce qu'on appelle le passwordless. Ouais. Je dis que c'est pas maîtrisé par beaucoup de personnes. En tout cas, moi, je le maîtrise pas, donc je suis assez curieux d'en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous parler du passwordless concrètement? Qu'est-ce que c'est? Alors, le passwordless, donc c'est un mot assez générique qui parle de lui-même, c'est de dire on va arrêter les mots de passe. Ouais. Donc, ça fait des années en fait que on voit des articles en disant les mots de passe c'est mort, mais la vérité c'est que c'est pas le cas en fait. On a tous des mots de passe encore partout. Alors on a trouvé des outils pour améliorer la gestion de ces mots de passe. On a mis des politiques de mots de passe pour renforcer la robustesse du mot de passe ou pour forcer leur renouvellement. On a pas mal d'outils de coffre-fort de mots de passe. Donc, on a amélioré ça, mais au final, il y a encore des mots de passe. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que c'est un point faible. Et donc, il y a des mécanismes qui existent aujourd'hui pour essayer de garantir une authentification robuste, mais sans cette fameuse saisie de mot de passe. Alors, un des trucs les plus simples, qui est du passwordless, mais qui n'est pas le passwordless au sens WebAuthn ou FIDO2 du terme dont je vais parler juste après. Par exemple, un site où on vous dit, pour vous loguer, vous rentrez votre mail, et puis on vous envoie un mail avec un lien à usage unique, vous cliquez dessus, et vous accédez de manière authentifiée, parce qu'en fait, on a dit, s'il a pu cliquer sur le lien dans son mail, c'est que c'est bien la bonne personne. Donc ça, en fait, c'est du passwordless. C'est du passwordless. Tout à fait. C'est un des premiers trucs, voilà. C'est l'authentification. On parlait aussi d'authentification zéro, c'est-à-dire de limiter la barrière en fait de l'authentification en assurant quand même un minimum de vérification de l'utilisateur. D'un point de vue de la sécurité, c'est pas génial parce que on sait que compromettre une boîte mail finalement, c'est aussi facile que compromettre un mot de passe, puisqu'il suffit que j'ai le mot de passe de la boîte mail pour compromettre la boîte. Mais on n'avait plus de mot de passe. En fait, on avait un mot de passe qui était celui d'accéder à la boîte mail, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il est enregistré et qu'on y accède de manière transparente. Pour l'utilisateur final, c'était passwordless. Mais c'était pas vraiment satisfaisant en termes de sécurité. Et donc là, dans le monde du MFA, aujourd'hui, il y a une norme qui s'appelle WebAuthn, alors qui est une partie de FIDO2 et voilà, donc tout ça, c'est
géré par un groupe qui s'appelle Fido Alliance. Oui. Et vous avez certainement vu des clés. Alors, il y a plein de constructeurs. Un des constructeurs les plus connus, c'est YubiKey, mais il y a plein de constructeurs aujourd'hui français, européens. La clé YubiKey sur voilà, moi je l'ai, on peut montrer. Désolé pour ceux qui font que nous écouter. Moi, j'ai une petite clé YubiKey sur mon portefeuille. On a la même d'ailleurs. On a nos clés. On peut mettre en place effectivement du multifacteur en disant je vais vous demander votre login et votre mot de passe, et puis je vais vous demander votre clé. Et là, il y a un challenge. Alors, c'est beaucoup plus complexe en termes de cryptographie que ce que j'ai expliqué sur le TOTP tout à l'heure, puisque là, en fait, il va y avoir de la clé publique, clé privée. Il va y avoir des challenges en fait qui vont être échangés entre la clé et puis le serveur. Et puis, ce challenge va vérifier que vous possédez bien la bonne clé. Donc ça, c'était la première étape, mais j'avais encore mon mot de passe en étape 1, je rentre mon login mot de passe. Étape 2, je mets ma clé WebAuthn. Sachant que WebAuthn est très souvent sur un périphérique matériel, mais qu'on a aussi des logiciels aujourd'hui qui sont capables de faire le même challenge. D'accord. Et donc, c'est pas forcément une clé, même si la plupart du temps, c'est une clé physique. Mais si on vous dit que on fait du WebAuthn avec du logiciel, c'est possible. Donc, pas la peine de crier que c'est n'importe quoi, ça existe. Bon, mais maintenant qu'on a cette clé-là et que en fait, elle nous appartient, peut-être que finalement, c'est suffisant maintenant pour s'authentifier et qu'on n'a plus besoin de cette première étape. En tout cas, c'est ce que des gens qui ont fait du passwordless. Alors, ça s'appelle passwordless. Ça peut s'appeler aussi passkey. Donc, les clés, au lieu de parler de password, on parle de passkey, donc de clé de passe au lieu de mot de passe. Et ces clés-là, en fait, vont pouvoir mémoriser donc à la fois la partie cryptographique qui permet de faire le challenge, mais aussi retenir quel est votre identifiant. Et dire, donc moi, sur ma clé, je peux enregistrer plusieurs identifiants qui correspondent à des sites différents et avoir enrôlé ma clé sur différents sites. Et quand je vais le mettre, il y a une association entre l'URL du site et ce qui est stocké dans ma clé avec mon mot de passe, avec mon login, pas mon mot de passe du coup, mais l'équivalent, mon mot de clé, mon passkey. D'accord. Et donc, quand je vais insérer ma clé, les sites qui sont compatibles avec le passwordless vont pouvoir complètement abandonner la première étape qui est de me demander mon login et mon mot de passe, parce que grâce au challenge qu'ils vont faire avec la clé, ils vont récupérer à la fois mon identifiant et à la fois, ils vont exécuter le challenge cryptographique permettant de prouver que c'est bien moi, en fait, que c'est bien ma clé qui est derrière le poste. On arrive grâce à ça à avoir un niveau de sécurité de l'authentification qui reste quand même très bon, parce qu'on repose quand même sur des mécanismes cryptographiques et sur la possession d'une clé, avec en outre le fait que certaines clés peuvent avoir des mécanismes de biométrie, c'est-à-dire ne reconnaître en fait que mon empreinte digitale, c'est-à-dire que si on me vole ma clé, c'est pas le cas des clés qu'on a montrées là, mais il y a des clés plus chères qui permettent d'avoir de la biométrie, et donc on pourrait avoir du multifacteur simplement avec la clé, puisque en fait il faudrait posséder la clé plus posséder la bonne empreinte, et donc finalement j'ai un multifacteur dans un seul objet. Donc là, en fait, l'idée derrière tout ça, c'est d'enlever le mot de passe qui est souvent un point faible, parce que les gens ont tendance à prendre des mots de passe toujours les mêmes, ou trop courts, ou trop simples, etc. Ouais, voilà. Et ils vont être enregistrés, etc. Et donc, oui, on va peut-être arriver là-dessus, sauf que les mécanismes ou les clés, en tout cas pour le faire, coûtent aujourd'hui un peu cher. Donc, on peut équiper dans certaines entreprises un certain nombre de personnes ou des gens qui ont un profil un peu plus sensible avec ça. Mais aujourd'hui, l'état du marché fait que, en fait, quand on veut déployer du multifacteur, on ne peut pas faire que déployer ça, c'est beaucoup trop cher, et on utilise d'autres mécanismes, comme le TOTP, où il suffit d'avoir une application mobile en fait sur le portable, ou même des envois de code par différents moyens. De toute façon, toutes les solutions ne supportent pas le passkey aujourd'hui, donc ça c'est aussi quelque Exactement. chose. Par contre, d'un point de vue utilisateur, c'est pas forcément une clé physique. Je crois que maintenant le téléphone ou l'ordinateur peut agir en tant que clé. Exactement. Donc ça, Exactement, on peut puisque l'avantage des standards comme WebAuthn, en fait, c'est que c'est vraiment écrit noir sur blanc. Vous allez sur le W3C, vous trouvez le standard WebAuthn, et donc tout le monde peut implémenter le challenge. Ce qui est vraiment important, c'est la notion de clé privée, clé publique, en fait, qui sont gérées dans ce protocole. Et donc, la robustesse et la sécurité vient de ça, et pas de la façon dont le protocole est exécuté, qui, lui, est complètement transparent, puisque c'est un standard. Donc oui, le téléphone peut servir de ça. Ceux qui font du Microsoft, alors, je ne suis pas un professionnel du monde de Microsoft, mais ceux qui connaissent Windows Hello fait du WebAuthn. Et donc, depuis son poste de travail, on peut avoir ce mécanisme
et reconnaître le poste de travail via des mécanismes robustes. Ok, très clair. Ça nous donne un bel aperçu de la gestion d'identité et de certains thèmes autour de la gestion d'identité. Maintenant, si on va implémenter la gestion d'identité, on a plusieurs approches. On peut le faire soi-même avec des solutions qui existent sur le marché, soit même avec des solutions open source. On peut le faire dans le cloud. Est-ce que tu peux nous donner rapidement, mais un petit aperçu, sans forcément donner des noms, c'est pas la question, mais les différentes stratégies qui peuvent exister par rapport à ce type d'implémentation? Bon, aujourd'hui, comme beaucoup de domaines de l'informatique, on a un choix varié de logiciels pour implémenter ça. Pour la partie authentification, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la gestion des identités et des accès, on voit déjà qu'il y a plusieurs domaines. Et donc, on peut avoir déjà des logiciels différents qui vont répondre à la fois à la partie où est-ce que je stocke mes comptes, donc quel annuaire je vais utiliser, quel va être l'outil graphique que je vais utiliser pour pouvoir créer un nouveau compte, ou pour donner la main à quelqu'un de mon organisation pour qu'il puisse simplement modifier une partie des attributs. Donc ça, c'est vraiment la gestion des identités en termes de processus. Vous allez avoir d'autres logiciels qui vont permettre de gérer l'authentification. Comment je m'assure que la personne, elle m'envoie son bon mot de passe, comment je fais de second facteur. Vous allez avoir d'autres composants qui vont permettre de dire, maintenant que tu es authentifié, comment est-ce que je contrôle que toi, tu as le droit d'accéder à cette application ou pas toi, etc. Donc, on voit déjà que comme il y a plein de besoins différents, couverts par l'IAM, on peut déjà prendre des composants open source différents. Et, alors, la philosophie de l'open source, c'est de dire je vais prendre le meilleur outil pour chaque besoin. Mais c'est vrai que quand on ne maîtrise pas en fait l'IAM, ça peut être très vite compliqué de chercher pour chaque besoin, etc. Ouais. Si on va dans le monde inverse, qui est le monde propriétaire, très souvent, là, on a plutôt des applications très intégrées, et donc un peu les SAP de l'IAM ou des grands éditeurs américains. On peut donner des noms. Pour ceux qui connaissent SailPoint, Okta, OneLogin, en fait, tout ça sont des mastodontes qui, eux, en fait, ont fait le choix très rationnel de dire nous, on ne va pas demander à nos clients de se poser trop de questions, on va leur offrir en fait un truc tout intégré. Et donc, ou même Azure AD dans la partie Microsoft, qui est aujourd'hui, qui était en fait une petite partie de leur offre collaborative, mais en fait qui est devenu un vrai... Très important dans beaucoup d'entreprises, effectivement. Exactement. Et donc, ça s'appelle maintenant Entra ID pour ceux qui suivent un petit peu la hype de l'IAM. Bon, mais voilà, donc tout le monde a bien compris que cette notion d'IAM, en fait, était très importante. Il y a des grosses solutions très intégrées. Et puis, à l'opposé, il y a l'open source avec plein de composants open source qu'il faut prendre, tester et puis assembler entre eux. Nous, alors moi, je connais beaucoup l'open source. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je travaille dedans. Je suis contributeur de quelques solutions, comme Lemon LDAP NG, par exemple, LDAP Toolbox, LSC, etc. Et donc, on a fait le choix, nous aussi, il y a quelques années, de créer une solution qui s'appelle Fusion IAM. Bon, le nom est assez explicite, c'est-à-dire qu'on a fait, nous, une sélection de quelques composants open source de gestion d'identité. Et on a dit, nous, on pense que si vous partez de zéro et que vous voulez avoir l'ensemble, en fait, des composants d'IAM, voilà, nous, on a fait une présélection, on les a packagés ensemble, configurés ensemble, et donc, vous pouvez déployer une plateforme d'IAM assez simplement grâce à ça. Ceci dit, la plupart des gens ont déjà des composants, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, dans votre organisation, déjà avoir un annuaire. Très souvent, c'est un Active Directory. Mais ça sert à rien de le remplacer en fait, si ça fonctionne déjà. Donc, en fait, on va peut-être juste avoir besoin d'un portail d'authentification qui se connecte à Active Directory ou de composants. Et c'est là où je trouve que l'open source est intéressante parce qu'il y a cette modularité. Parce justement, effectivement, on peut choisir, pencher les exactement. Pencher on n'est pas obligé de tout remplacer pour utiliser une nouvelle solution. Voilà. C'est effectivement un des avantages de l'open source en général. On peut picorer et puis vraiment... faire les choix qui correspondent à nos besoins de manière très précise. Et je rajoute, parce que tu m'as lancé un peu aussi sur la partie cloud. Tout à fait, j'allais y revenir. Voilà, parce que j'ai oublié d'y répondre. Donc c'est vrai que depuis quelques années, la notion de SaaS et de cloud est très présente. L'IAM n'est pas le premier domaine dans lequel on a pensé à faire du cloud, parce que quand même on était sur de la notion d'identité, de mots de passe, de données sensibles. C'est pas ce qu'on pense mettre dans le cloud de manière naturelle au départ, en tout cas. Exactement. Et en fait, les premières approches étaient déjà de faire de l'identité pour le cloud, c'est-à-dire d'ouvrir
sa gestion d'identité interne, de pouvoir en fait brancher des applications du cloud, donc des applications SaaS, sur notre référentiel interne. Donc là, on fait du SSO voilà. en se branchant sur... Le SSO, notre base d'utilisateurs est chez nous, mais via des protocoles dont on a parlé, SAML, OpenID Connect, on était capable de dire, vous allez vous connecter à une application qui n'est pas chez nous, mais elle va vous rediriger chez vous et vous allez revenir avec un jeton sécurisé pour prouver votre identité. Donc ça, c'est bien. Et puis, l'informatique évolue et effectivement, il y a des organisations qui aujourd'hui sont complètement en cloud et ont aussi délégué en fait au cloud, en tout cas fait le choix d'avoir une identité dans le cloud. Alors, on parlait d'Azure AD ou d'Entra ID tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est l'identité dans le cloud. Okta, qui est le grand acteur américain, c'est 100% cloud, vous ne pouvez pas l'installer chez vous en fait, Okta. Hein. C'est vraiment une plateforme dans le cloud. Là, l'intérêt du cloud, c'est comme pour toutes les solutions cloud, d'une certaine façon, c'est que les équipes n'ont pas à gérer le sujet en interne. Ouais. Ils externalisent ce sujet-là, ils n'ont pas à gérer, avoir les compétences détaillées pour comment maintenir la solution dans le temps, comment la mettre à jour, etc. Ouais. Il y a des garanties de stabilité, des garanties de sécurité, etc. Donc oui. Ça, c'est ce qui est intéressant pour les équipes. C'est ça. L'intérêt du SaaS. Nous, on s'est rendu compte qu'en fait, un des grands domaines d'application de l'identité dans le cloud, elle était plutôt pour ce qu'on appelle Customer Identity as a Service. C'est encore un nom barbare. Alors, déjà, l'identité dans le cloud, on appelle ça IDaaS, Identity as a Service. Ouais. Vous voyez parler d'IDaaS, en fait, c'est que la gestion de l'identité dans le cloud. Et après, il y a la notion de CIDaaS, voilà, Customer Identity. C'est de dire, en fait, nous, on a des clients qui accèdent à nos applications et on n'a pas envie de gérer ces comptes clients chez nous. Parce que d'une part, en fait, ça nous fait de la donnée en fait, qui nous appartient plus ou moins, mais on n'a pas envie d'être responsable de cette donnée-là. Et deuxièmement, il faut que souvent nos services qu'on offre à nos clients, ils doivent être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et on n'a peut-être pas, nous, l'infrastructure en interne qui garantit en fait, cette disponibilité-là. Donc le fait de dire, moi, quand j'ai besoin d'un nouveau compte pour un de mes clients, pour qu'il puisse accéder à mon application, c'est peut-être plus facile en fait que ce compte-là soit géré sur une plateforme dans le cloud par une société, peu importe laquelle, dont c'est le métier, plutôt que de devoir moi en fait rajouter de l'identité chez moi, alors que déjà j'ai du mal à gérer peut-être les identités de mes propres collaborateurs. Et nous, on a plusieurs clients qui ont fait le choix de dire, nous en fait, on gère quand même chez nous nos collaborateurs, mais pour des besoins de plateforme as a service, on veut que les identités externes en fait ne soient pas chez nous. Ok, très clair. Si je mets mon petit chapeau supervision très rapidement, en fait, dans la gestion de l'identité, il y a deux liens qu'on peut imaginer. Alors, on ne va pas en parler dans le détail, mais quand on a une solution de supervision, c'est important qu'elle puisse faire du SSO, du coup. Ça, c'est ce qu'on disait. De manière générale, toutes les solutions, c'est quand même bien pratique qu'elles s'intègrent au SSO de l'organisation. Et l'autre chose, c'est qu'on veut pouvoir superviser notre gestion d'identité, vérifier que ça fonctionne bien. Donc, c'est important d'avoir des connecteurs ou des choses qui vont pouvoir se brancher sur telle ou telle solution pour vérifier que, oui, c'est pas juste le processus, il tourne, mais la gestion, donc l'authentification fonctionne bien, que tout est fonctionnel. C'est pas juste, oui, ça tourne, mais on ne sait pas si ça marche. Oui. Donc, voilà. Par exemple, tu me disais, sur les Monel d'app, il y a une API. Oui, on a effectivement. Donc, les Monel d'app, c'est un service web, c'est un portail de SSO web. Donc, la supervision de base, c'est juste de vérifier que la page répond à une requête HTTP, mais ça ne veut pas forcément dire que l'application est pas fonctionnel pour autant. Voilà. Donc effectivement, il y a un plugin dans les Monel d'app qu'on appelle CheckState, vérification de statut, qui permet d'être appelé par des outils de supervision, dont Centréon évidemment, et qui lui, quand il va être appelé, va pouvoir en fait vérifier que la base de données qui est associée est bien disponible. On peut même en fait envoyer un identifiant en mot de passe pour jouer en fait pour tester une authentification de bout en bout et vérifier que l'authentification se passe bien. Donc ça permet de remonter via la supervision tout de suite les moindres problèmes avant que les utilisateurs s'aperçoivent qu'ils n'arrivent plus à s'authentifier. Donc oui, là, il y a eu des travaux de fait du domaine IAM pour la supervision. Très bien. Merci Clément pour ce petit tour d'horizon sur la gestion d'identité. Moi, il y a un dernier sujet très rapidement, parce que je ne veux pas qu'on déborde trop du timing qu'on nous a indiqué, mine de rien.
Parce qu'il y a une équipe technique derrière nous que vous ne voyez pas et que vous n'entendez pas. Mais moi, il y a un truc qui m'intéresse un petit peu dans ton parcours. C'est que tu es quelqu'un qui est dans la communauté open source. Oui. Et la philosophie open source, tu l'as appliquée à autre chose, à plutôt ton parcours artistique. Est-ce que tu peux nous dire en 2 phrases concrètement ce que ça veut dire là? Et oui, je vais essayer ton nom de scène aussi. Oui, tout à fait. Donc, pour être rapide, effectivement, donc je suis très impliqué dans la philosophie du logiciel libre et du partage. Et j'en ai fait mon métier. Je suis très content de pouvoir en faire mon métier. Mais j'ai une passion à côté qui est la musique et j'écris des chansons et je fais de la chanson française sous un nom de code qui s'appelle Capten, que certains à KPTN. Donc sur kptn.org, kptn.org, vous pourrez retrouver si vous le souhaitez. Et j'ai choisi de partager ma musique aussi de manière libre, donc licence art libre ou Creative Commons, CC by SA, qui permet en fait à tout le monde de prendre la musique, de la partager, etc. Parce que c'était en lien avec mes convictions. C'est en lien avec, c'est complètement la personne que tu es, c'est ça. Je trouve que c'est assez intéressant à l'écouter déjà, parce que c'est de la bonne musique, mine de rien. Mais aussi, je trouve que c'est assez intéressant comme exemple de se dire que quand on parle d'open source, on pense souvent au logiciel, mais effectivement, il y a toute une philosophie derrière qui peut s'appliquer à beaucoup de choses. Là, c'est un exemple côté artistique. Quand on parle de Wikipédia, c'est un autre exemple. La culture libre est très riche. Il y a des romans en culture libre. Il y a plein de choses. Donc ça, c'est très, très intéressant. Écoute, Clément, merci beaucoup pour ta participation. Merci d'être venu nous voir. Merci à toi. Tu as passé un bon moment. Excellent. Et j'espère que toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent ont passé aussi un moment pas trop désagréable, mine de rien, aussi agréable que nous. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si vous avez des questions, si vous avez des retours sur tout ce qui a été dit, ou si vous voulez corriger des choses que notre expert a pu exprimer, mais je ne pense pas qu'il se soit trompé. J'espère. N'hésitez pas à partager le podcast avec toutes les personnes autour de vous, ça nous fera très plaisir. Et puis, écoutez, j'espère que vous reviendrez nous voir pour le prochain épisode de Tout est sous contrôle. Merci beaucoup. Merci.